Dans cette vidéo, nous allons parler d'énergie. Quelle énergie pouvons-nous utiliser? Sur quoi devons-nous miser? C'est une question extrêmement importante et les réponses, parce qu'il y en a plusieurs, en tout cas les points qu'il faut observer sont beaucoup plus nombreux que ce que l'on croit. Alors, cette vidéo devrait vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc, en ce qui concerne l'énergie, soyons déjà d'accord sur de quoi on parle. L'énergie, c'est tout ce que l'on va pouvoir utiliser pour mettre à notre profit, soit pour avoir une force de travail, c'est-à-dire entraîner un équipement, que ce soit entraîner une machine, que ce soit entraîner une génératrice, que ce soit pousser quelque chose, monter quelque chose, bref, ça permet d'engendrer un mouvement. C'est ce qu'on appelle le travail. Ça, c'est une possibilité pour l'énergie. Ça va être également tout ce qui va nous permettre de nous éclairer. Ça va être tout ce qui va nous permettre de nous chauffer. Vous voyez, l'énergie, c'est vraiment beaucoup de choses. Et en tout cas, ça, on compte beaucoup sur les énergies, entre autres, euh, malheureusement fossiles, hein, ce que dirait Jean-Marc Jancovici, on se biberonne aux énergies fossiles. Or, on sait que nous ne pouvons plus utiliser les énergies fossiles, en tout cas pas comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire sans discernement. Alors, que trouve-t-on dans les énergies fossiles? On en a trois, principalement, en tout cas trois grandes familles. Ce sont les pétroles. Je dis les parce qu'il n'y a pas un pétrole. Il y a le Brent, il y a le fioul lourd du Venezuela, etc. Il y a de multiples qualités dans le pétrole. Il y a le gaz, les gaz, hein, le gaz naturel, celui que l'on va puiser donc dans le tréfonds. Et il y a également toutes les formes de charbon, hein, depuis la houille, le coke, etc. C'est pareil, il y a pas mal de variétés, la tourbe, etc. Tout ça, ce sont des énergies fossiles. Alors, ces énergies fossiles, à la base, étaient des énergies solaires, hein, puisque que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz, ou que ce soit des dérivés du charbon, ou enfin des dérivés, des types de charbon, on va l'appeler la grande famille comme ça, hein, eh bien, c'est lié à des végétaux, principalement des végétaux qui sont tombés dans des nappes phréatiques, enfin des nappes phréatiques dans l'océan, qui sont tombés dans des sols spongieux, qui se sont tassés, qui se sont enfoncés sous le sol et qui, sous l'effet de la pression, d'actions diverses, ont, au fil de milliers, millions d'années, se sont transformés en énergie fossile, celle que l'on connaît, donc ces trois grandes familles en question. Et les végétaux qui se sont ainsi transformés ont tous été produits grâce à la photosynthèse issue du rayonnement solaire. Donc à la base, tout est solaire. Simplement, quand on a quelque chose qui a mis plusieurs millions d'années à se transformer, même si c'est la même origine que l'énergie thermique qu'on va avoir avec des panneaux solaires thermique ou avec en électricité avec du photovoltaïque, ça n'est pas dans le même ordre de temps. Il y en a un qui se situe dans l'instantanéité et l'autre qui se situe dans des millions d'années. Il faut savoir que les énergies fossiles remontent peu ou prou au Carbonifère, c'est-à-dire de moins 360 à moins 300 millions d'années. Autant dire que, et ça, c'est pas à l'échelle du temps humain. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, ce sont les énergies fossiles. Et on a les énergies dites renouvelables. Alors les énergies dites renouvelables, on a là aussi plusieurs grandes familles. On a donc ce que moi je vais appeler la biomasse en général. Hein. C'est tout ce que la nature produit, c'est-à-dire les arbres principalement, mais pas que. Il y a la paille, il y a différents fourrages, etc. qu'on peut donc soit brûler directement, soit méthaniser, c'est-à-dire qu'on va les transformer et on va voir un petit peu comment tout ça se gère. Hein. Et il y a également celles qui sont d'origine solaire. Alors,
Le végétal, hein, la biomasse, c'est d'origine solaire, je le redis. Hein. Le vent est également d'origine solaire. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une source de chaleur enfin une émission de chaleur plus importante en un point déterminé, avec de l'air chaud qui s'élève en température, donc qui monte. Donc on a une dépression qui se crée dessous, qui crée un appel d'air qui va venir d'un endroit où l'air sera moins chaud. Alors pourquoi sera-t-il moins chaud? Peut-être parce qu'il est plus en altitude, peut-être parce qu'il y a des nuages au-dessus, il n'y a pas le même type de rayonnement solaire qui va réchauffer. Bref, en tout cas, toujours est-il qu'il y a un mouvement d'air qui s'opère, hein, et qu'on appelle le vent. Et donc, le vent est d'origine solaire. On a également l'eau, hein, la force hydraulique, mais pas que hydraulique, hein, qui est elle aussi d'origine solaire. Pourquoi pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, l'hydroélectricité, c'est la faculté d'utiliser la force motrice de l'eau qui descend par gravité et qui, sous l'effet de la gravité et de son propre poids, va générer un courant ou un poids d'eau qui vont nous permettre d'entraîner une machinerie, soit des aubes, avec des roues à aubes, soit des turbines. Alors, il y a les Pelton, etc. Il y a plusieurs types de turbines. Et donc, tout ça va nous permettre de générer une force motrice, enfin, d'exploiter cette force motrice pour entraîner une machinerie. Et cette machinerie peut servir au tout début de l'exploitation de la force hydraulique. On avait des systèmes mécaniques qui faisaient que la roue à aubes qui tournait, avec des systèmes d'engrenage ou de poulies et courroies, transmettait un mouvement à quelque chose qui entraînait par exemple une scie, et on pouvait scier du bois, par exemple. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une force pour frapper, hein, donc pour marteler, etc. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Hein, ou moudre du blé, etc. Bon, bref. Et donc, si de l'eau s'est évaporée, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu du soleil qui a chauffé la surface d'une étendue d'eau, qui a provoqué une évaporation. Cette évaporation est montée en même temps que l'air chaud. Elle a été emportée via le courant d'air, et à un moment donné, plus elle va monter en altitude, plus elle va rencontrer des couches froides, et plus elle va se déplacer vers des montagnes, plus elle va être arrêtée par les montagnes, et à un moment donné, les gouttelettes, parce que l'air se refroidit, se réunissent ensemble et donnent des gouttes plus grosses, et que l'air n'est plus assez chaud pour suspendre, pour tenir en suspension dans l'air, et donc là, on a de la pluie. Et donc, il pleut sur les hauteurs, cette eau ruisselle, et là, on a la force hydraulique que l'on va exploiter. Alors aujourd'hui, la force hydraulique, on l'exploite surtout pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire qu'on va mettre des turbines le plus souvent. On n'en est plus à la roue à aubes, qui est loin d'avoir le meilleur rendement, mais qui a rendu de grands services et qui continue à en rendre dans certains cas. Hein. Mais le plus souvent, ce sont des turbines qui vont être entraînées par la force, la vitesse de l'eau, la pression de l'eau. Hein. On fait descendre l'eau dans des canalisations forcées, ce qu'on appelle. Hein. Et donc, à ce moment-là, on entraîne une machinerie qui va aboutir, in fine, à l'entraînement d'une génératrice qui va produire de l'électricité. Laquelle électricité on va transporter. Et donc, ça, c'est la force hydraulique. Alors, on a la force marémotrice également. C'est le fait d'avoir un marnage, c'est-à-dire une différence de hauteur entre un point haut et un point bas, enfin, la haute mer et la basse mer. Hein. Donc on a un marnage, par exemple, très grand, de plus de 10 à 12 mètres de haut autour du Mont-Saint-Michel, par exemple. C'est là qu'on a le plus grand marnage en France. Hein. Si on descend en Pays Basque, par exemple, on va avoir un marnage qui va être plutôt de l'ordre de 2 mètres. Hein. Si on remonte beaucoup plus haut sur la côte du Nord, on va avoir plutôt... les côtes dans le nord de la France, pas la côte du Nord. On va avoir des marnages qui vont aussi être moins importants. Et donc, la Rance, par exemple, a permis, du fait de la topographie des lieux, du fait de la hauteur de marnage, puisqu'elle est proche de la baie du Mont-Saint-Michel, d'installer, là encore, des turbines qui vont
entraîner dans un sens au moment de la marée descendante et dans l'autre sens au moment de la marée montante. Et dans ces bulles, on appelle ça des bulles, on a là encore l'entraînement d'une génératrice qui produit de l'électricité. Alors on a le houlomoteur également. La houle, c'est le mouvement de l'eau en surface. Et donc si vous prenez un équipement, alors on fait des équipements un peu longs, on prend des équipements par exemple qui vont se déformer sous l'effet de la vague. Et si au milieu, vous mettez un système mécanique, eh bien, vous pouvez engendrer le mouvement d'une génératrice qui, à nouveau, va produire de l'électricité. On a aussi les courants marins que l'on va pouvoir turbiner. Alors, on en est au début de certains de ces systèmes-là, c'est pas forcément évident à maîtriser, mais on progresse. Et tout ça va nous permettre de générer de l'électricité. On a aussi la biomasse, je vous en parlais, cette biomasse que l'on va pouvoir soit brûler, et lorsqu'on la brûle, on va récupérer de la chaleur, mais on peut faire mieux avec la biomasse, on peut la méthaniser. Et en la méthanisant, on va obtenir du gaz. Ce gaz, on va soit l'utiliser dans des turbines à gaz qui vont nous entraîner des génératrices qui vont produire de l'électricité. On peut aussi, et là c'est ce qu'on appelle les systèmes gazogènes, ça s'est beaucoup utilisé pendant la guerre de 1939-1945. Ceux qui ont vu des films de ces époques-là ou reconstituant ces époques-là ont probablement en mémoire le fait que les véhicules, déjà, il n'y a pas du tout la même forme qu'ils ont maintenant, c'était beaucoup moins aérodynamique, il y avait des grosses ailes sur l'avant, et souvent, sur l'avant, il y avait un énorme pot sur l'aile avant droite. Pourquoi l'aile avant droite? Parce que quand on s'arrêtait, ce côté-ci était au bord de la route et on pouvait recharger. Donc, dans ce pot, on faisait une combustion lente, de mauvaise qualité, et donc on récupérait énormément de gaz imbrûlé que l'on injectait dans le moteur à explosion, et donc c'était un carburant. Aujourd'hui, on parle de gaz de pétrole liquéfié, par exemple, c'est un peu le même processus, sauf que là, on le faisait avec du bois. Et donc, on pourrait le refaire, c'est évident, et je pense que nous le referons. Et donc ça permet de produire de l'électricité. Alors, l'éolien également permet de produire de l'électricité. Donc, je vous ai parlé du vent au départ qui entraînait la pluie plus loin. Eh bien, le vent, c'est aussi quelque chose qui fait tourner les éoliennes. Et les éoliennes, eh bien, c'est là encore une liaison entre une force motrice du fait des pales de l'éolienne qui vont entraîner, donc tout par le biais d'une machinerie, une génératrice qui, elle, va produire de l'électricité. Alors, on a vraiment beaucoup de systèmes, et le dernier des systèmes, il y en a d'autres, mais en tout cas, un des systèmes qu'on a vu se développer beaucoup récemment, c'est le photovoltaïque. Le système solaire fait que lorsque l'on excite la surface d'un panneau photovoltaïque, on provoque la libération d'électrons. Et ces électrons, on les capte et ça nous donne de l'électricité. Vous voyez, c'est une production à nouveau solaire pour produire de l'électricité. À noter également qu'avec le solaire, on peut récupérer de la chaleur. Alors, on voit là qu'on a pas mal de solutions possibles. Alors, pourquoi a-t-on beaucoup utilisé les énergies fossiles? Parce que, tout simplement, quand vous prenez un litre d'essence ou de gasoil, donc un pétrole raffiné, vous avez peu ou prou 10 kilowatts de puissance embarquée. Donc, 1 litre d'essence, c'est 10 kWh en puissance, à quelques pouillèmes près. 1 kilo de bois, qui est en règle générale plus gros que le litre d'essence et qui est moins facile à manipuler parce qu'il n'est pas liquide, etc., etc., c'est une capacité théorique d'environ 4,5 à 5 kWh d'énergie disponible. Et donc, c'est tellement simple d'avoir, avec un litre d'essence, on ne se rend pas compte de l'énergie emmagasinée dans un litre d'essence, c'est énorme. Et donc, c'est
c'était tellement simple à utiliser qu'on l'a vraiment utilisé à outrance, quoi. On a aussi utilisé beaucoup le charbon, on l'utilise encore, mais parce que toutes ces ressources fossiles, lorsqu'on les exploite, émettent des gaz à effet de serre, eh bien, il faut que nous cessions de les utiliser à outrance. Par ailleurs, ce sont des réserves finies, je vous ai dit, c'est au bas mot 60 millions d'années, hein, pour une transformation à peu près correcte, hein, des végétaux donc dans ces énergies fossiles. Eh bien, la quantité disponible sur Terre est donc limitée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire simplement que un jour, il va y en avoir de moins en moins, hein, parce que l'échelle du temps nécessaire pour recomposer, on consomme infiniment plus vite que ça ne peut se produire. Donc il faut que nous oublions ça. Alors il faut qu'on oublie ça parce que c'est du carbone qui a été piégé au Carbonifère, qui a engendré l'équilibre que l'on connaît au niveau de la teneur en carbone dans notre air. Et ce carbone qui a été piégé au Carbonifère, donc au bas mot, moins 60 millions d'années, eh bien, si on quand on le relâche, il faut savoir que depuis environ 150 ans, on a relâché à peu près la moitié de ce qui avait été consommé. C'est ce qu'on appelle le pic de Hubbert. Bon. Il y a des débats, mais quelque part, on a un peu plus de réserves sur le gaz, un peu plus de réserves sur le charbon, mais ça pollue beaucoup plus. Un peu moins de réserves sur le pétrole. Globalement, on est à peu près, en ce qui concerne le pétrole, en tout cas, à la moitié, on a consommé à peu près la moitié des ressources facilement exploitables. Il faut toujours se méfier de la possibilité d'exploitation et de la qualité de ce que l'on va extraire. Je vous l'ai dit, il y a différentes qualités de pétrole et il y a des pétroles qui sont affleurants et il y a des pétroles qu'il faut aller chercher à moins 3000, moins 4000 sous l'eau. C'est pas la même confiture, hein. Donc, et c'est pas les mêmes facilités, et ce sont pas les mêmes risques. Donc, il faut que nous oublions un peu ces énergies fossiles. Et donc, que nous reste-t-il? Principalement, quelque chose qui n'est pas une énergie, mais qui est un vecteur de transfert de puissance de travail, c'est l'électricité. Avec de l'électricité, on peut engendrer un mouvement mécanique via un moteur qui peut être linéaire ou qui peut être rotatif. On peut engendrer des émissions de chaleur, soit par effet Joule, soit par rayonnement infrarouge. Et on peut également éclairer, hein, en excitant une résistance. On a amélioré, hein, on n'est plus à la lampe à incandescence, maintenant on est avec les LED, hein, donc ça consomme beaucoup moins à l'exploitation, beaucoup plus à la fabrication. Ça n'a pas forcément les durées de vie qu'on nous annonce, parce qu'on nous a annoncé que c'était 1000 heures, 2000 heures et je ne sais combien d'heures, et en fait on se rend compte que non, c'est pas ça. Et donc, malgré tout, cette source électrique est extrêmement importante et elle est tellement importante que on a même imaginé d'autres moyens et c'est l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. Alors, l'énergie nucléaire, on a soit la fusion, soit la fission. Alors, les deux ne sont pas basés sur le même principe, hein. Et donc, quoi qu'il en soit, l'une et l'autre de ces réactions produit énormément de chaleur. Donc il faut savoir qu'une centrale nucléaire, c'est une grosse chaudière, une très grosse chaudière qui fait évaporer de l'eau, qui génère donc une pression. En fait, c'est Denis Papin, amélioré, qu'on a installé dans les centrales nucléaires. Et avec cette chaleur, alors, toutes les centrales électriques, qu'elles soient donc avec de l'énergie fossile, ou qu'elles soient donc d'origine nucléaire, avec du nucléaire, eh bien, c'est toujours avec de la chaleur, on produit de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau donc provoque une montée en pression de l'ensemble qui est étanche, hein, c'est une machine à vapeur, hein, ni plus ni moins. Ça engendre un mouvement mécanique qui va nous permettre de faire tourner une génératrice qui elle-même va faire de l'électricité. Et cette électricité, c'est magnifique.
Alors, avant de dire ce qu'on peut faire avec l'électricité, je souhaite finir avec les centrales. Les centrales thermiques, parce que ce sont, sauf l'hydroélectricité, le vent, l'éolien, etc., l'hydrolien, le marémoteur, j'en passe des meilleurs, eh bien, dès lors que on produit de la vapeur d'eau en faisant chauffer de l'eau, il faut à un moment donné qu'on refroidisse le système. Sinon, eh ben, à un moment donné, il va lâcher, hein, il va cramer, il va pas pouvoir continuer. Et donc, ce que vous voyez, par exemple, lorsque vous passez près d'une centrale nucléaire, ces grandes tours, c'est ce qu'on appelle des aéroréfrigérants, hein. Donc, c'est de la vapeur, enfin, c'est de l'eau que l'on fait évaporer, et l'évaporation provoque une émission de chaleur, c'est-à-dire que ça permet de refroidir l'eau que l'on va pouvoir ensuite remettre dans la rivière ou remettre dans l'océan, dans la mer, etc. Mais les centrales thermiques au fioul, au bois, au charbon, etc., c'est le même principe. Il faut aussi les refroidir. C'est pour ça que les centrales électriques sont toujours proches d'une source d'eau. Ça leur est nécessaire. Et donc, alors, une fois qu'on a produit de l'électricité, il est extrêmement facile de la transporter. C'est infiniment plus simple d'envoyer 5 kWh d'énergie vers un point de consommation via des câbles électriques dans lesquels on a de l'électricité qui se déplace, que d'avoir 1 kilo de bois, qui est un élément solide que l'on va devoir transporter, qui va devoir être brûlé, qui va devoir être éventuellement méthanisé, etc. Alors j'ai oublié, dans la méthanisation, on a aussi la méthanisation donc des déchets végétaux. Hein, donc on voit de plus en plus, on parle de plus en plus de biogaz. Alors bon, biogaz, oui, ok, c'est d'origine naturelle, donc bio, d'accord, on est d'accord. Mais néanmoins, les biogaz en question sont le plus souvent maintenant produits avec des éléments natifs, c'est-à-dire que ce ne sont plus simplement les déchets que l'on méthanise, mais on arrive aujourd'hui à faire des productions agricoles pour directement produire du gaz avec. Donc ça n'est pas vertueux du tout. Donc voilà ce que l'on a au niveau de la production d'énergie. On peut piocher là-dedans. On n'a pas d'autre chose. Alors si, on a une autre chose, mais qui est tellement moins performante, qui est tout simplement l'énergie physique, la force d'un animal, la traction animale. Et nous-mêmes, nous représentons une puissance. Mais franchement, je vous mettrai en lien une démonstration faite avec un vélo d'appartement que l'on a relié à une génératrice et on essaie de faire tourner un toaster, vous savez, le petit toaster, hein, avec cet équipement-là, et vous verrez que le seul qui arrive, il a des cuisses qui sont à peu près aussi grosses que, plus grosses que mon cou, hein. C'est énorme, hein. Et donc, malgré tout, il a réussi à griller un toast, et pouf, il s'est écroulé, pas mort, mais exténué, hein. Donc on n'a pas une puissance terrible, hein. Donc faut un petit peu oublier ça. Et c'est pourquoi Jean-Marc Jancovici, par exemple, parle d'esclaves énergétiques, hein. Donc, et ces esclaves énergétiques, eh bien, c'est vrai qu'on a l'équivalent de 20, 25, 30 esclaves énergétiques à notre service, nous, Français. D'autres en ont beaucoup plus à leur service, hein. Donc, voilà un petit peu ce que, peut-être même 100, 120, je sais plus, mais je vous mettrai en lien aussi une vidéo dans laquelle je parle aussi de ça, hein, une autre vidéo plus ancienne. Et donc, voilà ce que je souhaitais vous dire au niveau de la disponibilité des énergies. On n'en a pas d'autres. Alors, je fais un résumé. On a les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, ou dérivés de pétrole, parce qu'il y a plein de gaz de pétrole différents, des gaz, il y en a aussi de différents, et des charbons, depuis la tourbe jusqu'au charbon le plus évolué, il y a forcément des différences de rendement, hein. On a la biomasse,
On a tout ce qui relève du solaire. Dans le solaire, donc, on a bien sûr l'énergie directe du soleil, mais on a aussi la photosynthèse qui nous permet d'avoir de la biomasse qui est produite et qui est consommable là. Pour à l'instant T, il faut quand même une année pour faire le cycle à peu près. Bon, ils sont plus rapides que ça, mais et des arbres, c'est plutôt 20, 30, 40 ans qu'il faut. Hein. Et donc, on a l'éolien et tout ce qui est lié à la force de l'eau. Hein. Donc, soit les courants marins, soit l'hydroélectricité avec les fleuves, etc., etc. Hein. Donc, voilà tout ce dont on dispose. Et maintenant, on est face à un défi. Et je vais avoir une autre petite vidéo qui va suivre. Hein. Et donc, ce défi, c'est donc comment faire le tri dans tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser. Et donc, euh, on l'a vu, hein, les énergies fossiles, on relâche dans l'atmosphère du CO2 qui a été piégé il y a des millions d'années, et donc ça déséquilibre on renforce la présence de CO2 dans la haute atmosphère, on renforce la présence de CO2 dans les océans, etc. Donc, ce qui acidifie les mers, et donc l'effet de serre fait monter la température de la Terre. La température de la Terre provoque la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, provoque la dilatation de l'eau, puisque tout ce qui chauffe se dilate, hein, et donc la montée des océans, le recul des traits de côte, des bouleversements climatiques monstrueux. Bon, voilà, on peut plus. Il faut que nous redevenions sages. Alors, on va pas du jour au lendemain abandonner tout ça. Hein. Le nucléaire est aussi une source possible, mais elle n'est pas illimitée, et elle présente, ne nous voilons pas la face, d'autres risques, même si effectivement à un moment donné, tout toute action humaine présente un risque, c'est clair, hein. Et on a donc les énergies renouvelables, et il va nous falloir choisir dans tout ça. Maintenant, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir à ma disposition, moi, le particulier, qui ai besoin de faire la cuisine, de faire la lessive, de me chauffer, de m'éclairer, et de me déplacer, etc. Hein. Donc voilà, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Et selon à l'époque à laquelle vous visionnez celle-ci, vous l'avez soit à la suite, soit il faudra attendre une semaine. Voilà. Donc j'espère ne pas vous avoir trop noyé et vous avoir apporté un éclairage assez simple sur ce dont vous pourrez disposer dans le futur.